Bonsoir et merci d'être au rendez-vous pour passer en revue les principales informations de ce jour. L'armée israélienne affirme mener des opérations ciblées au Liban Sud pour empêcher le Hezbollah de se réorganiser. Au cœur de ce dispositif, le bataillon 869, une unité de renseignement de terrain qui revendique la neutralisation de dizaines de combattants et le démantèlement d'infrastructures. Israël annonce aussi le déploiement inédit des femmes combattantes sur le front nord. Selon l'armée israélienne, le bataillon 869 poursuit ses opérations au Liban Sud pour empêcher le Hezbollah de rétablir ses capacités militaires. Cette unité, spécialisée dans le renseignement de combat, est rattachée à la 91e division et chargée de surveiller la frontière nord d'Israël et de collecter des informations tactiques sur le terrain. L'armée israélienne affirme que, au cours de l'année écoulée, ses soldats ont neutralisé environ 60 combattants du Hezbollah, détruit des entrepôts d'armes et démantelé plusieurs postes d'observation. Les centres de commandement de l'unité auraient également participé à la coordination de frappes terrestres et aériennes ciblées. L'armée israélienne annonce aussi une évolution majeure, la création d'une compagnie composée de combattantes qui sera déployée dès le mois de mars sur le front nord. Ces soldats, spécialisés dans le renseignement de combat, utiliseront notamment des drones pour renforcer la surveillance et la réactivité des forces israéliennes. Pour Israël, ces opérations s'inscrivent dans une stratégie visant à empêcher toute reconstitution des capacités du Hezbollah et à maintenir la sécurité le long de la frontière avec le Liban. La Libye replonge dans la stupeur. Saif el-Islam Kadhafi, fils de l'ancien dictateur Muammar Kadhafi, a été assassiné à Zantane dans l'ouest du pays. Le parquet de Tripoli a ouvert une enquête pour identifier les acteurs de ce meurtre qui ravive les fractures politiques et sécuritaires d'un pays toujours instable. C'est une onde de choc en Libye. Le parquet général de Tripoli a annoncé l'ouverture d'une enquête sur l'assassinat de Saif el-Islam Kadhafi. Selon les autorités, le fils de l'ancien dirigeant libyen a été tué par balle dans la ville de Zantane, à l'ouest du pays. Une équipe composée de magistrats, de médecins légistes et d'experts s'est rendue sur place pour examiner le corps. Le bureau du procureur a confirmé que la mort est due à plusieurs tirs et qu'une procédure pénale est en cours pour identifier et arrêter les suspects. D'après son avocat français Marcel Sekaldi, Saif el-Islam Kadhafi aurait été exécuté dans sa résidence par un commando de 4 hommes. Longtemps considéré comme le successeur potentiel de son père, il était recherché par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. Arrêté en 2011, puis condamné à mort en 2015, il avait finalement été amnistié. Depuis, sa localisation restait inconnue. Sa mort survient dans un pays toujours divisé. 2 gouvernements rivaux se disputent le pouvoir, l'un à Tripoli, reconnu par l'ONU, l'autre à Benghazi, soutenu par le maréchal Khalifa Haftar. Pour l'heure, aucune autorité à l'Est comme à l'Ouest n'a officiellement commenté l'affaire. Ce meurtre ravive les blessures de la révolution de 2011 et rappelle combien la Libye reste fragile, 15 ans après la chute du régime Kadhafi. Nouvelle frappe meurtrière à Gaza en pleine trêve fragile. Au moins 17 Palestiniens ont été tués mercredi selon la défense civile, tandis que le poste frontière de Rafah avec l'Égypte reste seulement entrouvert sous des conditions extrêmement strictes. Entre bombardements et espoirs de sortie, la population reste prise au piège. La trêve ne tient plus qu'à un fil. À Gaza, de nouvelles frappes israéliennes ont fait au moins 17 morts ce mercredi, selon la défense civile du territoire. Parmi les victimes, des femmes et des enfants. Dans le nord, 14 corps ont été transportés à l'hôpital Al-Shifa, déjà débordé et privé de médicaments. Dans le sud, 3 autres personnes ont été tuées dans des bombardements et ont touché des tentes et des maisons à Khan Younes. L'armée israélienne affirme avoir mené des frappes précises après des tirs contre ses soldats, qui ont grièvement blessé un officier près de la ligne jaune, zone de retrait partiel israélien. Malgré le cessez-le-feu en vigueur depuis le 10 octobre, les violences se poursuivent presque quotidiennement. Dans ce contexte, le passage de Rafah avec l'Égypte, rouvert très partiellement lundi, reste une bouffée d'air, mais au compte-gouttes. Quelques dizaines de Palestiniens ont pu traverser, principalement des malades, des blessés,
ou des personnes revenant après des soins. Dans la nuit, un bus de retour est arrivé à Khan Younes. Des familles se sont retrouvées dans les larmes et les embrassades, mais l'aide humanitaire, elle, ne passe toujours pas. Les ONG réclament une ouverture totale de Rafah face à une crise humanitaire majeure. Depuis le début de la trêve, plus de 500 Palestiniens ont encore été tués, selon les autorités locales. À Gaza, l'espoir reste suspendu entre guerre et survie. Au festival Sundance, un documentaire bouleversant a conquis le public. Birds of War mêle guerre en Syrie, journalisme et histoire d'amour, tout en questionnant la manière dont les médias couvrent les conflits. Un film primé qui remet l'humain au cœur de l'information. Même au cœur de la guerre, l'amour peut surgir. C'est le message de Birds of War, le documentaire qui a marqué le festival de Sundance et remporté le prix spécial du jury pour l'impact journalistique. Le film retrace la relation entre Abdelkader Habak, caméraman et militant syrien, et Janaï Boulos, journaliste libanaise travaillant pour la BBC au début du conflit syrien. À l'origine, leur lien est strictement professionnel. Lui est une source essentielle sur le terrain. Elle est basée à Londres, loin du chaos. Mais au fil des années, leur collaboration devient plus intime. À travers 13 ans d'archives, de vidéos et de messages, le film montre aussi le désenchantement de Janaï face à la manière dont les médias traitent les conflits. Une semaine, on part d'une tragédie, puis on passe à autre chose, explique-t-elle. Pour redonner un visage humain à la guerre, elle demande à Abdelkader de filmer des scènes de vie, loin du sang et des explosions. Une photo va bouleverser leur destin, celle d'Abdelkader sauvant un enfant des décombres. Devenue virale, elle le contraint à fuir la Syrie. Ils se rencontrent enfin en Turquie, puis tombent amoureux. Aujourd'hui, ils vivent à Londres et réalisent des documentaires indépendants. Pour eux, le journalisme doit redonner une voix aux oubliés. Un message fort, salué par le public de Sundance. Alors, voici en direct la déclaration du député Mohamed Raad après son entrevue avec le président de la République, Joseph Aoun. C'était donc la déclaration du député Mohamed Raad. Et nous continuons nos journaux. Les négociations sur la guerre en Ukraine ont repris à Abu Dhabi, mais sous forte tension, alors que les déclarations russes et ukrainiennes sont arrivées aux Émirats arabes unis. Moscou menace de poursuivre la guerre si Kiev refuse ces conditions. En toile de fond, bombardements, crise énergétique et pression américaine. À Abu Dhabi, un nouveau cycle de négociations s'est ouvert entre l'Ukraine, la Russie et les États-Unis. Mais l'espoir reste fragile. Dès l'ouverture des pourparlers, le Kremlin a lancé une nouvelle mise en garde. Dimitri Peskov, porte-parole du Kremlin, a déclaré « Tant que le régime de Kiev n'aura pas pris la décision appropriée, l'opération militaire spéciale se poursuivra. » Moscou exige notamment que l'armée ukrainienne se retire de zones encore contrôlées dans la région de Donetsk, une condition inacceptable pour Kiev. Ces menaces interviennent après la reprise massive des frappes russes, après une semaine de pause obtenue à la demande de Washington. Des centaines de drones et de missiles ont visé des sites énergétiques, plongeant des centaines de milliers d'Ukrainiens dans le froid avec des températures proches de moins 20 degrés. À Kiev, le président Volodymyr Zelensky dénonce une stratégie de destruction et affirme « Chaque frappe confirme que Moscou continue de miser sur la guerre. » De son côté, Donald Trump affirme que Vladimir Poutine a tenu parole en interrompant les frappes pendant une semaine. Mais il insiste en disant « Je veux qu'ils mettent fin à la guerre. » Les États-Unis, représentés notamment par l'émissaire Steve Witkoff, tentent de maintenir le dialogue. Mais sur le terrain, la Russie continue de progresser. À Kiev, le scepticisme domine. Des habitants se plaignent. Nous devons nous préparer au pire et espérer le meilleur. À Abu Dhabi, les discussions reprennent, mais la paix semble encore lointaine. À Kiev, en plein hiver glacial, des milliers de personnes âgées vivent sans chauffage, parfois sans électricité ni eau chaude. Après les bombardements russes sur le système énergétique ukrainien, leur quotidien est devenu une lutte pour survivre au froid. Dans son appartement glacé, Lydia, 91 ans, tremble. Elle n'avait pas connu un hiver aussi dur depuis 1942, lorsque Kiev était sous occupation nazie. En janvier, les bombardements russes ont frappé les infrastructures énergétiques de la capitale. Résultat, des coupures massives d'électricité et de chauffage en plein hiver, alors que les températures sont descendues jusqu'à moins de 20 degrés.
Aujourd'hui encore, des milliers de foyers restent sans chauffage. Chez Lydia, il n'y a ni électricité ni eau chaude. Pour se laver ou se réchauffer, elle fait chauffer de l'eau sur sa gazinière, qu'elle verse ensuite dans des bouteilles en plastique. Ce n'est pas assez, juste de quoi me réchauffer un peu, dit-elle. Dans son appartement, la température ne dépasse pas 10 degrés. Des bénévoles lui rendent visite. Ils apportent de la nourriture, mais surtout une présence humaine. Dans un autre quartier, Evgenia, 89 ans, se réchauffe les mains au-dessus de sa cuisinière. Mes doigts s'engourdissent, murmure-t-elle. En janvier, jusqu'à la moitié des immeubles de Kiev ont été privés de chauffage. À 88 ans, Esfir s'enveloppe de plusieurs couches de vêtements et dort avec de bouillottes improvisées. Parfois, je pleure, mais j'essaye de tenir. Dans le froid et le silence, ses aînés résistent jour après jour. C'est la journée mondiale contre le cancer, l'occasion de faire face à la désinformation autour de cette maladie. Arrêt de la chimiothérapie, bannir le sucre ou suivre des traitements miracles. La désinformation autour du cancer gagne du terrain et met en danger des milliers de patients. Retard de soins, complications, perte de chance, médecins et associations tirent la sonnette d'alarme. Sur les réseaux sociaux, les fausses promesses pullulent. Le sucre nourrit le cancer, la chimiothérapie est inutile, des méthodes naturelles peuvent guérir. Autant d'affirmations dangereuses dénoncées par les médecins. À l'Institut Gustave Roussy, l'un des plus grands centres anti-cancer d'Europe, les oncologues font face chaque jour à ces croyances. Le docteur Mario Di Palma explique devoir sans cesse corriger de fausses informations, notamment sur l'alimentation, le jeûne ou les compléments alimentaires, car ces pratiques ne sont pas anodines. Un régime trop strict peut affaiblir les patients, réduire l'efficacité des traitements, voire les obliger à interrompre leurs soins. Christine, atteinte d'un cancer du sein, a cru à ces alternatives. Elle a arrêté son traitement, changé radicalement d'alimentation, espérant guérir autrement. 2 ans plus tard, son état s'est aggravé. Elle a finalement dû reprendre une thérapie médicale. Pour les associations, le danger est clair. Chaque mois perdu est une perte de chance. Les patients, fragilisés par la maladie, sont des cibles faciles pour des gourous ou des pseudothérapeutes. Certaines méthodes, comme la médecine germanique, prétendent que le cancer vient d'un choc psychologique et peut être déprogrammé. Des dérivés parfois mortels. Face à cette vague de désinformation, médecins et associations appellent à renforcer l'accompagnement, l'écoute et la confiance, car dans la lutte contre le cancer, l'information fiable reste une arme vitale. Et une lueur d'espoir qui se profile dans la lutte contre cette maladie. À Londres, des milliers de tumeurs conservées depuis les années 1960 pourraient livrer un indice crucial. Des chercheurs britanniques les analysent aujourd'hui pour comprendre pourquoi le cancer colorectal progresse chez les jeunes adultes dans le monde. Une enquête scientifique inédite entre mémoire médicale et espoir. Dans le sous-sol d'un hôpital londonien, des boîtes de carton s'empilent à perte de vue. À l'intérieur, des milliers de tumeurs conservées depuis le début du XXe siècle. À l'hôpital Saint-Marc, au nord-ouest de Londres, ces prélèvements sauvés de justesse de l'incinération sont aujourd'hui au cœur d'un projet scientifique inédit. Depuis janvier, les chercheurs comparent des tumeurs des années 1960 à celles de patients actuels. Objectif : comprendre pourquoi le cancer colorectal touche de plus en plus de jeunes adultes. Au Royaume-Uni, les cas chez les moins de 50 ans ont augmenté de plus de 50% en 25 ans. Grâce au séquençage de l'ADN, une technologie encore impensable il y a quelques années, les scientifiques cherchent une signature commune. Pour le gastro-entérologue Kevin Monahan, ce projet pourrait transformer la souffrance du passé en espoir pour les générations futures. Les chercheurs soupçonnent notamment un sous-type de la bactérie E. coli, potentiellement cancérogène, retrouvé beaucoup plus souvent chez les jeunes malades. Pollution, microplastique, alimentation, mode de vie. Les hypothèses sont nombreuses, mais les causes exactes restent inconnues. Pour les patients, le choc est immense. À 30 ou 35 ans, personne n'imagine être atteint d'un cancer colorectal. Si la maladie est détectée tôt, plus de 90% des cas peuvent être soignés. Mais les conclusions de cette enquête, elles, sont attendues dans 3 ans. Un espoir né de la mémoire médicale. Et en note finale, les Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina en 2026 entrent dans le vif du sujet. 2 jours avant la cérémonie d'ouverture, les premières épreuves sportives débutent avec le curling mixte, marquant le coup d'envoi officiel de la compétition. L'esprit olympique s'installe déjà en Italie.
À 2 jours de la cérémonie d'ouverture, les Jeux d'hiver de Milan-Cortina 2026 lancent leur première compétition. À Cortina d'Ampezzo, ce sont 4 rencontres de curling mixte qui ouvrent le bal. Au programme, Suède-Corée du Sud, Grande-Bretagne et Norvège, Canada, République tchèque et Estonie-Suisse. Mais l'effervescence ne se limite pas à la glace. Dès samedi, à Bormio, les skieurs de descente masculine prendront la piste mythique de la Stelvio pour leur premier entraînement. Un tracé spectaculaire, réputé pour être l'un des plus dangereux du circuit, où le Français Cyprien Sarrazin s'était grièvement blessé en 2024. À Cortina, les spécialistes de la luge découvriront également leur nouvelle piste, dont la construction tardive avait suscité de nombreuses polémiques avant d'être finalement saluée comme une réussite. En parallèle, le Comité international olympique clôt sa 145e session. Des groupes de travail planchent sur l'avenir des Jeux, leur modèle économique et l'accès aux compétitions féminines pour les athlètes transgenres et intersexes. Les grandes décisions sont attendues après la fin des Jeux, prévue le 22 février. Milan Cortina 2026 est lancé. La flamme olympique brûle déjà. C'est ici que se termine ce journal. Merci de votre fidélité, excellente fin de soirée et à très bientôt.